Concernant les opposants, vous avez vu ces derniers jours, ils sont sortis, ils ont raconté tout et n'importe quoi. Thiam qui sort, qui fait croire que il faut une révision de la liste électorale, un autre enrôlement. Je ne sais pas où il se croit. Dieu merci, le président de la CEI a répondu très sèchement. Et en ce moment où nous parlons, je crois que l'individu, il a certainement bien compris le message. Alors, dans sa sortie, vous voyez tellement même d'autres qui pensent que Tidiane Thiam, c'est un homme compétent, intelligent, commencent à le découvrir à travers ses déclarations. Comment un banquier qui est compétent, à l'heure où nous parlons, il dit que lui, il va rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars. Milliardaires en dollars, hein, c'est-à-dire on est dans le franc CFA. Tu ne parles même pas des milliardaires en franc CFA. Il parle des milliardaires en dollars. Sachant très bien que lui, Thiam, il a dilapidé l'argent d'une banque qui avait plus d'un siècle d'existence, ça c'est un. Et puis de deux, lui-même récemment, il a été condamné à verser 200 000 francs suisses à la dame qui était chez lui, qui s'occupait du ménage, sa femme de ménage. 200 000 francs suisses, qui est l'équivalent de, au plus, 140 millions de francs CFA. L'individu n'est pas en mesure de payer cet argent à sa dame de ménage. Et c'est lui qui nous dit que il va rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars. Voyez-vous combien de fois c'est ridicule? Et il va essayer d'expliquer, et je ne sais pas par quel micmac, il y a des gens qui vont croire. L'argent là, on ne le dira jamais assez, on ne va pas venir distribuer l'argent ou bien prendre l'argent pour donner à des gens, pour faire d'eux des hommes extrêmement riches comme on le pense, mais c'est de créer les conditions pour que chacun puisse avoir accès à une vie décente. Et c'est ce que le président Ouattara fait. Donc voici comment, pour amuser la galerie, l'homme est sorti de façon inutile pour distraire les gens et on ne sait même pas qu'est-ce que ça a apporté. Tout ceci a un seul objectif, distraire les gens ou bien chercher à créer des conditions délétères pour menacer la paix sociale. Lui, il est sorti, il a raconté ce qu'il voulait. Laurent Gbagbo, à son tour, il sort, il va voir des chefs à Djamé Village et il parle de Djiba d'être là-bas. Lui aussi, il va amuser la galerie. C'est-à-dire que tellement ces opposants-là, ils sont en panne de stratégie et d'idées, ils ne savent même plus quoi faire. Ils viennent pour amuser la galerie, ils racontent tout et n'importe quoi. Mais les Ivoiriens qui sont assez conscients, ils comprennent. Ils comprennent. Un homme comme Laurent Gbagbo, qui a massacré les Ivoiriens, qui a brillé au sommet de l'État, par la plus grande médiocrité du monde, cet homme-là, si c'est lui qui doit encore exister sur notre scène politique, il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons que souvent, parfois la Côte d'Ivoire m'a fait pitié. Prenez un gars comme le petit banquier préhistorique et controversé. Oui, c'est un nom que j'ai donné, mais les gens, ils ont trouvé que j'en faisais trop. Mais est-ce que quelqu'un qui vient vous dire que lui va faire de vous des milliardaires en dollars, alors que vous êtes dans les francs CFA, alors que lui-même, il est poursuivi partout dans le monde, il doit de l'argent? Est-ce que très honnêtement, c'est pas un banquier préhistorique et controversé?
Les gens chercheraient à savoir. Donc cet homme-là, voici quelqu'un qui a tourné un peu partout, à l'étranger, dans les sociétés privées. Il a toujours eu des problèmes. Il ne s'est jamais rendu compte qu'il faut venir en Côte d'Ivoire lorsqu'il était en train de travailler. Il partait au Sénégal et il s'est pas venu. 23 ans plus tard. 23 ans plus tard, bien compté. Parce que débarquer de son poste à Crédit Suisse et qu'il doit beaucoup d'argent aux gros clients et aux investisseurs, ne sachant plus comment payer cet argent-là, comment rembourser cet argent, c'est sur la Côte d'Ivoire, on va venir se rabattre. Là, comme ça, si on gagne un poste ministériel ou bien la présidence de la République, on va utiliser l'argent des Ivoiriens pour pouvoir rembourser cette dette. Et curieusement, vous trouvez des gens pour suivre un tel individu. La Côte d'Ivoire, même moi, je pense que en Côte d'Ivoire, il y a un problème qu'il faut chercher à régler de façon définitive. Un homme comme Tidiane Thiam, normalement, il ne devrait pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Quelle leçon veut-on transmettre aux générations à venir? Lorsque quelqu'un abandonne son pays pendant plus de 2 décennies, c'est au moment où il est poursuivi par ses créanciers qu'il pense à son pays. Moi, je ne sais pas. C'est quelle leçon on veut retransmettre? Il y a un problème. Donc nous disons que cet homme-là, franchement, les Ivoiriens doivent se lever pour se dresser contre lui. Thiam n'a pas sa place sur la scène politique ivoirienne. Voyez-vous un discours belliqueux la dernière fois, il était en face de certains militants PDC. Tidiane Thiam qui dit que oui, il faut vaincre la peur pour libérer la Côte d'Ivoire. Il faut vaincre la peur pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est-elle en prison? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en prison? Est-ce que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, est dans un camp pénal et qu'elle n'arrive même plus à se libérer? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a complètement fui la Côte d'Ivoire, qui ne s'est jamais intéressé à la Côte d'Ivoire, et qui revient avec des discours ni tête ni queue. Tantôt je veux faire de vous des milliardaires en dollars, tantôt il faut libérer la Côte d'Ivoire, tantôt la Côte d'Ivoire doit appartenir aux vrais Ivoiriens, tantôt, mais je ne sais pas. Ces gens de discours belliqueux qu'on a déjà entendus pendant plusieurs années et qui n'ont jamais rien donné. C'est des discours comme ça, on va venir nous servir. Moi, je ne sais pas. Donc, nous disons que le cas Thiam, là, il faut que les Ivoiriens le règlent. Parce que c'est très dangereux d'accepter un tel individu sur la scène politique. C'est très dangereux. Quelle image on veut retransmettre aux générations à venir? Quelle leçon on veut retransmettre? Un homme qui tourne partout dans le monde, c'est au moment où il est dans des problèmes qu'il sait qu'il y a un pays qui est là qu'on appelle Côte d'Ivoire. Il faut revenir se servir pour aller rembourser la dette des gens. Il faut que ce problème soit résolu. Si ce problème n'est pas résolu très tôt à sa racine, pour chasser cet homme de la scène politique ivoirienne et qu'il reste là, tôt ou tard, les uns ou les autres prendront leurs responsabilités. Parce qu'on ne va pas accepter pendant longtemps que des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, des usurpateurs, continuent de se foutre des Ivoiriens, ou bien continuent de mépriser les Ivoiriens, ou bien continuent de faire passer les Ivoiriens pour des idiots. Ah oui, hein, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Les Ivoiriens doivent se lever massivement pour se dresser contre Tidiane Thiam, et le chasser définitivement de la scène politique ivoirienne. Il n'a pas sa place dans la scène politique ivoirienne. Hein. Là où il est allé faire ses malversations financières, qu'il y retourne.
qu'il se débrouille comme il peut pour chercher l'argent des créanciers, il va rembourser. Sinon, pour dire qu'il va venir faire la politique en Côte d'Ivoire et prendre notre argent pour aller rembourser des gens auxquels on n'a pas affaire, ou bien la Côte d'Ivoire n'a rien à y voir, mais ça, on ne va pas accepter. On ne va pas du tout accepter. Deuxièmement, je voudrais en appeler à la mobilisation générale. Quand je parle de la mobilisation générale, c'est la mobilisation sur le terrain, c'est la mobilisation au niveau de la communication, c'est la mobilisation au niveau des réseaux sociaux, c'est la mobilisation pour aller au combat, pour aller au four et au moulin, pour terrasser définitivement cette opposition machiavélique qui n'a aucun autre projet à part créer la zizanie, la terreur et des troubles à l'ordre public. Le seul projet de l'opposition ivoirienne, vous allez prendre Guillaume Soro, vous prenez Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo ou Tidiane Thiam, ils ont un objectif commun, créer un chaos, créer un climat de discours généralisé, de sorte qu'on dise qu'il y a transition et puis on va instaurer un gouvernement d'union nationale. Non, on ne va pas en arriver là. Donc, tous ceux qui peuvent stopper ce projet machiavélique-là, ils s'appellent les militants RDR. On ne va pas tourner en rond. Sur ce côté-là, la détermination que nous avions, moi je vais dire aux uns et aux autres, nous sommes arrivés au pouvoir, c'est vrai, mais cette détermination doit reprendre de la plus belle des manières. On ne doit pas faiblir. Parce que ces gens que vous voyez qui sont en train de dire des choses, ils se lèvent ici, ils racontent tout et n'importe quoi. Ils préparent la violence comme ça. Mais je vais dire les descendants de l'empereur Sékou Ouattara, les descendants de Gouan Coulibaly, les descendants, les vaillants guerriers, mais on ne va pas accepter, on ne va pas accepter que des gens qui sont des éternels médiocres et gros fainéants arrivent à prendre le dessus sur nous. Ça, on ne peut pas accepter. Donc, c'est sur le terrain qu'il faut mobiliser. C'est partout, sur toute l'étendue du territoire national. Mettez les militants en ordre de bataille. Vous avez encore, malheureusement, des opposants, matin, midi, soir, qui s'élèvent, qui racontent tout et n'importe quoi. Vous voyez des gens qui ont fait des études, qui enseignent à l'université, qui enseignent dans les écoles, qui travaillent dans les entreprises, qui se disent qu'ils sont des opposants. Mais parfois, quand ils racontent des choses, vous avez mal à la tête. Le fait de s'opposer, ça n'ouvre pas la porte à l'idiotie. Ça aussi, le fait d'être opposant ivoirien, ça n'ouvre pas la porte à l'idiotie. Vous regardez le gros idiot de Michel Beta qui était à NCI. Vous avez vu les bêtises qu'il racontait là? Est-ce que quand vous êtes opposant là, vous êtes obligé de venir vous illustrer par la plus grande médiocrité ou bien par l'idiotie absolue du monde? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Mais vous avez vu ce qu'il a servi hier sur le plateau de NCI, Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement tu es opposant. Tu vas te lever, raconter tout et n'importe quoi. Sans même penser aux conséquences. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses? Et voilà des gens qui sont en train d'abrutir les masses. Pour ne pas dire ceux qui les écoutent. Donc, ce discours malsain, ce raisonnement farfelu, ce raisonnement complètement stupide qui est tenu par ses opposants, il faut chercher à détruire tout ça le plus tôt possible. Mais de quelle manière?
il faut que sur le plan de la communication, les cadres se lèvent pour parler. Il faut que sur le plan de la communication, les journalistes qui sont du côté RHDP se lèvent pour parler et défendre. Il faut que sur les réseaux sociaux, tous les jeunes gens qui ont défendu le pouvoir depuis très longtemps reviennent à la charge pour continuer le travail. Et la dernière fois, je l'ai dit, quand j'ai dit il faut organiser, je ne dis pas forcément que les uns et les autres doivent s'associer, mais même s'il faut le faire de façon isolée comme nous le faisons là, c'est tant mieux. Mais en tout état de cause, c'est que tous ceux qui ont déjà défendu la cause du RHDP sur les réseaux sociaux reviennent à la charge pour continuer le travail. Le travail dans lequel nous sommes, il a commencé mais il ne prendra pas fin. Tant que vous allez avoir en face des opposants stupides, des opposants idiots, des opposants complètement sans intelligence, qui jour et nuit cherchent à abrutir les masses, mais il ne faut pas baisser la garde. On ne baissera pas la garde. On sera toujours obligé de faire la politique et de faire le boulot. On sera obligé jusqu'à la fin des temps de faire la politique. Le jour où nous ne sommes plus là, nos enfants et nos petits-enfants vont prendre la relève. Mais on ne va pas laisser la Côte d'Ivoire aux mains d'indigènes, aux mains d'une bande d'indigènes, une bande de médiocres, une bande de fainéants, une bande de paresseux qui n'a autre objectif que détruire la Côte d'Ivoire et c'est partager les ressources. C'est cette opposition que vous voyez là. Même si elle accède au pouvoir pendant même un seul jour, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve ici en Côte d'Ivoire, on les connaît. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Regardez tous les discours qu'ils tiennent, mais des discours même qui font vomir. À peine même quand ils tiennent ces discours-là, vous vous demandez, mais ceux-là, quelle éducation ils peuvent donner à leurs enfants? Mais les bêtises qu'ils racontent là, ce sont ces mêmes bêtises-là que leurs enfants vont adopter. Et voilà où nous en sommes. Voici pourquoi ce combat, nous sommes obligés de le mener jusqu'à la fin des temps. Vous voyez? Donc ça veut dire tant que nous sommes là, on mène le combat. Le jour où nous ne sommes plus là, nos enfants vont prendre la relève. Si les Ivoiriens ne se réveillent pas, si les Ivoiriens ne se réveillent pas face à une telle opposition, mais c'est la destruction totale de la Côte d'Ivoire. Quand vous les voyez là, vous pensez que ceux-là, c'est des gens qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire encore? Laurent Gbagbo n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire depuis qu'il existe. C'est lui qui a détruit l'école ivoirienne. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons réussi à nous débarrasser de la FESI. Les grèves à l'école, c'est Laurent Gbagbo qui a emmené. La machette à l'école, c'est Laurent Gbagbo. La destruction de l'école ivoirienne à travers la FESI, c'est Laurent Gbagbo. Dieu merci, la FESI a été définitivement dissoute, comme nous l'avons souhaité et comme nous l'avons réclamé. C'est vraiment un démon qu'on a réussi à extirper de l'école ivoirienne. Mais ce n'est pas fini. Voilà pourquoi ce pouvoir-là, nous disons, nous devons le conserver jusqu'à la fin des temps, le plus longtemps possible. Les uns et les autres qui pensent que on est dans une histoire de s'enrichir, mais il faut que les gens arrêtent. Tous ceux qui sont militants RHDP ou cadres RHDP, qui pensent que ça se résume à gagner de l'argent, il faut qu'ils arrêtent. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour pérenniser le pouvoir d'État, c'est-à-dire que le pouvoir, nous devons le conserver jusqu'à la fin des temps. Voyez-vous, tout le temps qui a été pris pour abrutir les Ivoiriens, Laurent Gbagbo l'a commencé depuis qu'il était dans l'opposition. Et quand il est arrivé au pouvoir des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2000, mais bien avant lui, Bédié était là de 93 jusqu'en 2011.
toute cette période qui s'étend sur 17 ans. Regardez le mal qui a été causé, le tort qui a été causé à la mère patrie ivoirienne. Vous prenez des gens, ils te disent qu'il est militant PDC ou bien militant RADP. Non, pas militant RADP, il te dit qu'il est militant PDCI. Mais quand il finit de tenir un discours, toi-même, tu as mal à la tête. Vous prenez quelqu'un comme un gore, c'est-à-dire militant de Laurent Gbagbo. Lorsqu'il tient un raisonnement ou bien une déclaration politique, tu attrapes ta tête. Et tu te demandes, mais comment est-ce que des gens qui sont dotés d'un minimum d'intelligence peuvent réagir ainsi? Vous voyez, mais tout ça parce que on a détruit le système politique. On a rendu l'environnement politique ivoirien malsain. On a dégradé le climat politique ivoirien. On a appris aux gens qu'il faut rejeter telle autre personne parce qu'il est du Nord. Et cette fibre ethnique-là est restée en eux jusqu'à présent. Ils ne se gênent pas. Souvent, ils viennent, ils racontent tout et n'importe quoi. Et ces gens-là, ils vont apprendre les mêmes bêtises à leurs enfants. Et nous autres qui sommes enseignants là, souvent on voit. Quand vous voyez les gamins là raconter tout et n'importe quoi là, ça veut dire que c'est leurs parents qui le leur ont enseigné. Sur le plan politique aujourd'hui, ces jeunes désœuvrés qui viennent sur les réseaux sociaux, des enfants des années 2000, des enfants qui sont nés dans les années 2000 pour remonter vers 2005, c'est eux qui publient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qui le leur a appris si ce n'est pas leurs parents? Donc, on est dans une histoire de s'enrichir parce qu'on est RADP et c'est gagné, mais il faut que vous quittez dedans. Hein. Le combat, on est dedans là. Ça ne s'arrête pas maintenant, hein. Ça ne va pas finir maintenant. C'est le combat de nous-mêmes, notre liberté et de la défense de notre dignité et notre honneur. C'est le sens même de notre existence, ce combat que nous avons mené. Donc, ce n'est pas un combat qui va finir maintenant. Et ce combat, nous allons le mener. Avec le temps, ceux qui ne seront plus là, ils vont partir, mais on sera là, on va mener ce combat-là. Et oui, ça ne va pas finir tant qu'on va respirer en Côte d'Ivoire ici. On ne va pas se laisser faire. Tant que la volonté du militant RDR ne sera pas accomplie sur le plan politique, le fonctionnement normal de la Côte d'Ivoire s'arrêtera. Ah oui, il faut que cela soit suffisamment clair dans tous les esprits. Tant que la volonté politique du militant RDR ne sera pas accomplie, le fonctionnement normal de la Côte d'Ivoire s'arrêtera. Oui, parce que ce pays-là, on ne va pas accepter que des paresseux le reprennent. On ne va pas accepter que des gens qui se sont illustrés très négativement, des gens qui ont menacé la paix sociale, les gens qui ont compromis très dangereusement la cohésion sociale, reviennent encore pour prendre ce pouvoir d'État et pour venir nous pourrir l'atmosphère. On ne va pas accepter ça. Donc, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui en est suffisamment conscient, c'est de quoi nous parlons. Et nous voulons demander à tous ceux qui sont ministres de travailler dans la même vision que le président de la République. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Nous ne sommes pas là pour l'amusement. Il faut que les gens comprennent ça. Moi, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui va m'enseigner quoi que ce soit de la crise politique ivoirienne depuis les années 90 pour venir jusqu'à, on va dire, 2011. Je suis un témoin oculaire de toutes les crises politiques ivoiriennes. C'est vrai, j'étais encore jeune. La crise a explosé l'année où moi j'ai eu le bac.
Yamoussoukro, on a vu. Moi, j'ai circulé dans tous les sens, de la zone gouvernementale à la zone des forces nouvelles, ainsi de suite. J'allais, je revenais. J'ai vu combien de fois Scorpion Zamblébi, l'escadron de la mort de Gbagbo qui était à Yamoussoukro, a tué d'innocentes personnes parce que tout simplement, elle s'appelait Ouattara, ou bien Kone, ou bien Koulibaly, ou bien Fofana, ou bien Meïté, ou bien Thio. Ça, on a vu. On a vu. Ceux qui pensent que parce qu'aujourd'hui, il y a la paix, tout il faut oublier, c'est pas, ce ne peut pas être oublié aussi facilement. Donc, nos enfants qui sont nés dans les années 2000, il faut leur enseigner ce qui s'est passé. Il faut leur dire d'où nous sommes venus et où on s'en va. Là où on s'en va là, c'est pour conserver le pouvoir d'État sur le très long terme, pour construire la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire, pour réduire les inégalités et pour résoudre le problème de l'emploi et autres. Et ça là, pour le faire, il va falloir conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc ceux qui pensent qu'on est dans l'amusement, qu'ils arrêtent maintenant. Hein. Ceux qui sont venus dans la politique dans le but de s'enrichir et de partir, la route est encore longue pour vous, hein, on va vous dire la vérité. La route est encore très, très, très longue. Nous sommes bientôt à 15 ans de pouvoir, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Pour arriver à éradiquer tout le mal que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont fait à la Côte d'Ivoire, il faut conserver ce pouvoir d'État de façon illimitée. Donc, les uns et les autres sont prévenus. Vous n'êtes pas là pour vous enrichir et puis donner cet argent à votre famille et tout. C'est pas comme ça. Hein. Ce combat-là, on est dedans jusqu'à la fin des temps. Quand je parle de fin des temps, on sait qu'il n'y aura pas fin des temps. Ça veut dire que c'est de façon indéfinie. Donc, ceux qui pensent qu'on est dans l'amusement, qu'ils se réveillent. Parce que le Wolof que les gens sont allés chercher, vous venez nous emmerder ici. Là. Lui là, on ne va pas accepter qu'il va nous gouverner en Côte d'Ivoire ici. Hein. On ne va pas accepter ça. Voilà, parce que déjà, ces traces, ce qu'il a montré à l'extérieur en 23 ans, c'est connu. On ne va pas nous envoyer quelqu'un pour venir nous pourrir l'atmosphère après les Laurent Gbagbo. On ne va pas accepter ça. Donc, il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. La politique d'aujourd'hui, moi, je vais dire nos opposants, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on se dit nous sommes encore très loin. Nous sommes encore loin de l'auberge parce que quand tu regardes la manière de faire la politique, normalement, la nouvelle génération qui est en train de rentrer en politique devait faire la politique autrement. Mais quand tu t'assois et que tu vois que ceux-là même qui doivent venir faire la politique autrement, là, ceux-là même encore qui sont endoctrinés dans la mauvaise manière de faire, ça amène à se poser beaucoup de questions. Voilà le pourquoi on dit, on ne peut pas, la politique en Afrique, franchement, on dirait une malédiction. Quand on regarde chez les Blancs, la manière dont la politique se passe chez eux, là, quand il y a élection, les pauvres sont tranquilles. C'est les pauvres mecs qui disent qu'ils ne vont même pas voter, qu'ils sont tranquilles. Mais chez nous, là, c'est la vie du pauvre mec qui est menacée. La vie du citoyen lambda qui est menacée. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais qui doit faire changer ça? C'est aussi qu'on dit, ils vont venir nous dire, on va faire politique autrement. Et là aussi, quand les regards venir, c'est la même chose. Donc, on se dit vraiment, le RHDP, alors le seul parti actuellement là, qui vraiment donne la paix, la sécurité à la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Voilà pourquoi on dit que le RHDP doit demeurer au pouvoir pour longtemps, puisque la mentalité ne change pas, l'éclaireur. Et c'est le RHDP seul qui a eu cet outil-là de pouvoir conscientiser l'Ivoirien. Donc le RHDP doit rester forever. Franchement. Parce que regarde, les pépinières qui poussent là ont la même manière de faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, mon problème est que qu'est-ce qu'on doit faire pour assainir la politique ivoirienne? C'est ce truc-là que moi j'attends. Franchement. Parce que quand tu regardes, les générations qui sont, les générations, quand je regarde ce Beta Michel, franchement, tu te dis,
Oh Lord, c'est ça encore la nouvelle génération politique des opposants ou bien politique en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas bien. Normalement, on doit faire la politique autrement. Le président fait là. Le président fait comme ce que le président fait là. Penser aux Ivoiriens. Mais les politiciens, en tout cas, les opposants ne pensent pas aux Ivoiriens. En tout cas, c'est à l'Ivoirien lui-même ou elle-même là de diriger sa propre vie. C'est tout l'intérêt. Et tant que c'est comme ça, le RIDP forever. Le RIDP doit rester au pouvoir forever. C'est tout. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Et vraiment, merci pour tout. Que Dieu nous protège, que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent et tous nos forces de l'ordre qui œuvrent vraiment à la sécurité du pays et tout ce que le président fait. Non, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, nous leur disons merci et que Dieu continue de leur couvrir. RHDP toujours l'éclaireur. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce que vous dites. Vous posez une question qui est très fondamentale et essentielle. Quel avenir politique pour une Côte d'Ivoire? Parce que partout où on passe, on dit non, il faut que les jeunes soient là. On a remarqué que les jeunes qui avaient été formés étaient sous-formés et étaient même des criminels. Que ce soit Sorogum, que ce soit Blé Goudé, ils ne peuvent rien apporter. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire soit livrée entre Sorogum et Blé Goudé. Mais je vous jure que ça sera de la guerre en permanence. Au moment où on avait pensé qu'on aurait peut-être eu une alternative salutaire, en se disant que le jour où le président Ouattara, le Laurent Gbagbo ne serait plus là, et de façon hypothétique, Chaka Dian vient nous démontrer que la Côte d'Ivoire a encore du chemin à parcourir. Et c'est tout ça qui énerve les gens qui sont consciencieux et des gens qui savent lire loin. Voilà quelqu'un qui a bénéficié de tous les moyens de l'État. Parce que je le dis et je le redis. Pour juger de l'intelligence de quelqu'un, il ne faut pas regarder d'où la personne vient. Mais il faut regarder la petitesse des moyens et la grandeur de l'acte accompli. Mais quelqu'un qui a vécu des moyens de l'État, qui a vécu chez Félix Houphouët-Boigny, mais pour quiconque connaît Félix Houphouët-Boigny, Chaka Dian aujourd'hui, là, il devrait être quelqu'un, je parle de Tidiane Thiam, il devrait être quelqu'un qui avait créé une nouvelle théorie économique ou bien une nouvelle vision même pour le peuple africain, s'il était vraiment intelligent. Parce que avoir été sous la grâce de Félix Houphouët-Boigny et venir produire ce que nous voyons là, c'est une tristesse que nous voyons. Mais pire, quand tu viens dans cet environnement et que tu constates que le mal domine le bien, le minimum qu'il aurait pu faire, c'est de chercher à se former sur la bonne voie. Mais non, il copie directement les modèles faciles, le mensonge, la flagornerie, le populisme, le mensonge facile. Ça encore, ça amène à désespérer davantage. Donc finalement, à quoi aura servi ou à quoi pourrait servir ces soi-disant jeunes, mais qui viennent recopier le modèle de la médiocrité? Et votre question, c'est là que votre question a tout son sens. Est-ce qu'il faut changer juste pour tomber dans la médiocrité et même pire? Ou bien essayer de résister avec ce qui est là, quand bien même que ce soit du vieux? Et à la vérité, il faut dire que la question pour ceux qui réfléchissent fondamentalement, puisque nul n'a le don de l'immortalité, et ce n'est pas seulement l'opposition, même au sein même du RHDP, très peu font d'efforts, très peu font des efforts pour s'améliorer. Ce qui cache les défauts du RHDP, ça je ne vais pas vous mentir, à 80% c'est le président qui fait le travail. L'aura du président couvre tellement de choses au sein du RHDP. Et si vous remarquez, comme je le disais hier, même en termes de communication, le président a pris lui-même sa communication en main. Parce que regardez, quand il fait son discours le 9 janvier 2029, tout c'est pas fortuit. Et qu'après ce discours, il va en France, il organise des rencontres à l'international pour tout baliser. Ça veut dire que ce n'est pas sur le RHDP qu'il compte. Parce que le RHDP même n'a pas une machine réelle même qui peut s'affirmer d'elle-même. Vous voyez que le RHDP est toujours le dos au mur en train de se défendre.
Avec le bilan du président Ouattara, vraiment c'est une insulte aux Ivoiriens, c'est une insulte aux efforts du président, c'est une insulte à l'intelligence de tout homme sérieux que nous soyons là aujourd'hui à dire aux opposants, non, aujourd'hui c'est les opposants qui nous dictent le discours politique. Ah non, Gbagbo a dit que lui, Diba Poto. Ah non, Gbagbo de libérer les prisonniers. C'est assez triste. Et donc là, les opposants, c'est déjà un cas désespéré. Mais au RHDP, c'est un cas qui est encore désespérant et énervant à la fois. On ne peut pas être comme Tantale. On ne peut pas être au paradis. C'était dans la mythologie grecque. Voilà quelqu'un qui a été mis au paradis, mais qui meurt de faim, malgré tout le bonheur qu'il y a dans le paradis, malgré tous les fruits, malgré tous les délices, il est à côté, mais il meurt de faim. Il y a l'eau qui est à côté de lui, mais il meurt de soif. Ça, c'est le RHDP. Et ceux qui avaient la responsabilité de se former, vous ne pouvez pas être à côté du feu et mourir de froid. Malheureusement, quand tu prends la majorité même des personnes, rares sont celles qui se sont formées et rares sont celles qui pourraient s'affirmer un jour. Parce qu'eux aussi, ils ont raté. Ils n'ont pas voulu aller, comme dit l'aîné Amara, ils n'ont pas voulu prendre le manteau de la lourdeur. Quand je dis la lourdeur, je n'ai pas parlé de la pesanteur. Parce que le manteau le plus lourd, c'est le manteau de la responsabilité. C'est le manteau de dire, il faut que nous fassions évoluer l'histoire sans état d'âme, dans le bon sens. Si tu enlèves le président Ouattara aujourd'hui, en l'enlevant, tu enlèves 90% du travail. Aujourd'hui, tout le monde crie Ouattara, 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 Ouattara. Mais il va falloir bien qu'un jour, on ait une autre alternative. Nous ne sommes pas désespérés, hein? Mais c'est pour dire que la chance que nous avons aujourd'hui d'apprendre avec le président Ouattara, c'est comme quelqu'un qui a vécu sous les bonnes grâces de Félix Houphouët-Boigny, mais qui n'a rien produit. Tout ça à cause de la méchanceté humaine. Bon, de toute façon, on aura dit et fait ce qu'on peut. Mes chers Ivoiriens, c'est à vous-même de faire le choix. Parce que le vrai choix, c'est de décider où vous voulez que le pays aille. Il faut sanctionner les médiocres, que ce soit au RHDP, que ce soit dans l'opposition, il faut les sanctionner sans état d'âme. C'est vraiment important. Et donc, chers mères, vraiment merci d'avoir soulevé encore cette question. Et on espère bien que les Ivoiriens qui nous écoutent tous les jours, ça va ouvrir leur esprit pour qu'ils puissent demander toujours le meilleur. Je me souviens qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'était même des militants du RDR, RHDP, qui disaient que le président était vieux. Vraiment. Mais combien de temps ça nous a pris pour leur dire que ce n'est pas vrai? Parce que la qualité d'un homme ne se juge pas par le nombre d'années. Sinon, il y a des gens qui ont 100 ans. Mais si c'est le nombre d'années que tu as passé sur Terre, elles devraient être les personnes les plus vertueuses et les plus aptes en qualité. Mais c'est la qualité de vie que tu vis là et les résultats que tu laisses là. C'est par ça qu'on doit juger la qualité de ta vie et l'importance de ta vie. Bon, aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont là, ils ont 40 ans, 50 ans là. Bon, ils font quoi de bien? Ils ont fait quoi de bien? Et ils peuvent apporter quoi de bien? Rien. On connaît déjà les résultats. Donc, chers Ivoiriens, tout ce qu'on vous raconte là, c'est pour vous-même et vos enfants. Des gens qui se sont spécialisés dans la méchanceté inutile. Il faut que tout passe par nous. Mais si ce n'est pas nous, rien n'évoluera. Mais personne n'a en main le destin de l'autre. Le destin de chacun là, il va le vivre. Si quelqu'un pouvait empêcher le destin de l'autre là, la méchanceté aurait empêché Alassane Ouattara d'être président en Côte d'Ivoire. Mais plus les gens même étaient méchants avec lui, plus ils ont galvanisé sa détermination. Au RHDP, il n'y a pas eu cette solidarité humaine de s'entraider pour pouvoir faire briller les plus déterminés et les plus aptes à aller plus loin. On n'aura pas connu ça. Et on n'aura pas vu ça avec même ceux qui ont animé le parti. Une fois venus au pouvoir, la méchanceté, le fait de penser à soi-même a prédominé sur toute autre valeur. Et si nous n'avions pas eu un homme de caractère comme le président Ouattara, beaucoup de choses auraient été aujourd'hui dans le flou. Mais comme nous sommes dans le monde des hommes,
c'est à vous la population. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est comment vous allez penser et vous allez mettre cette Côte d'Ivoire-là. C'est là-bas qui sera la vraie vérité de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous-même. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci infiniment, cher frère. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pourquoi nous prions Dieu, que Dieu donne santé au président pour qu'il puisse faire 2025-2030 pour pouvoir mieux tracer les sillons de 2030. Parce que les travers, ce qui se passe là, franchement. Merci beaucoup et bonne nuit à tous. Il y a encore beaucoup à faire. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci. Okay. Bonsoir à tout le monde. Un bonsoir affectif. Un bonsoir de respect, de considération pour tout le monde, à quelque niveau que ce soit. Et toute humilité devant notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais, avant de commencer, vraiment m'incliner devant notre frère Sundiata. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'il était en train de lire dans mon cœur. C'est ce propos que je voudrais vraiment développer ce soir pour nous tous. Vraiment, merci à lui. Je vais peut-être répéter ce qu'il a dit. Ça peut peut-être être utile. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Vraiment, merci et merci à tout le monde. Vous voyez, nous sommes en 2025. Donc c'est une année très importante pour le pays, pour le RHDP, que en toute objectivité, nous pouvons considérer que c'est le parti qui est en phase avec les objectifs nobles de tout pays, n'est-ce pas, qui se pose des questions sur son devenir et son avenir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, après beaucoup d'observations de la population, après beaucoup d'observations sur les populations qui nous entourent, je parle des pays de l'AES et autres, il y a quelque chose qui me préoccupe énormément et je suis très heureux vraiment de remarquer cela, la problématique de l'éducation des populations. Je suis très persuadé aujourd'hui que le vrai problème est là. Le vrai problème de nos États est vraiment là. C'est une question qui va être adressée. En tout cas, ce sera le combat le plus farouche que nous devons mener. Et sur la toile, à travers les technologies de l'information et de la communication, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer la dynamique du changement qu'on ne peut arrêter. C'est très important. Et je voudrais encore remercier Sundiata. On n'est pas dans du jeu, c'est fini. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de reculer. Mais comment ne pas reculer? Et c'est là la question. Comprendre, pour rejoindre le philosophe et spécialiste de communication allemand Jürgen Habermas, l'observation de l'espace public, l'appropriation de l'espace public, la socialisation des idées de développement, des idées nobles, des valeurs humaines dans la société humaine et dans l'espace public est plus que jamais quelque chose qui doit nous préoccuper au premier plan. Parce qu'on constate que nos populations sont vraiment dans leur dérive, parfois qui font exprès ou peut-être par ignorance. Je le considère aujourd'hui comme une sorte d'appel au secours, de venir les aider. Ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin de guides,
Ils ont besoin de personnes qui peuvent les tirer, comme les philosophes des Lumières, de l'obscurantisme et de l'obscurité, pour pouvoir, n'est-ce pas, porter leurs responsabilités dans le processus de développement. Et c'est pour cette raison que n'importe qui et n'importe comment s'immisce dans nos affaires pour perturber le processus lorsqu'il est porté par des personnes qui sont dignes de confiance, comme notre noble frère, père, cousin, etc., le président Excellence Alassane Dramane Ouattara. Éclaireur, je m'adresse à nous EPV et je souhaiterais que, en tout cas, ces échanges de ce soir soient republiés et puis aussi développés dans d'autres discussions pour permettre à la Côte d'Ivoire de se saisir de cette problématique-là et d'en faire une préoccupation nationale. C'est vraiment une préoccupation nationale, la question de l'éducation de masse, la prise en charge totale et vraiment responsable et même osée de l'éducation de nos populations. Si nous ne nous impliquons pas là-dedans, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà déjà que 2025 est là. Je pense que ça sera un acquis, l'élection du président de la République, mais il pend encore dans nos cœurs. S'il n'est pas là, comment ça va se passer? Parce qu'on n'est pas assez confiant de ce qui se passe autour de nous. Les populations sont facilement manipulables. Comment on peut combattre son propre bien? C'est ce qui apparaît dans la sphère publique, dans l'espace social. Les gens sont très fragiles. Les gens cèdent à n'importe quoi et n'importe comment. Ça développe une sorte de peur en moi. Et je pense que nous devons vraiment adresser ce problème-là, voir un peu comment fonctionne, en tout cas, l'appareil éducationnel de notre pays. Toutes les écoles, quelles sont les connaissances que nous y injectons? Le fonctionnement de nos cultures endogènes. Comment sont nos cultures? Est-ce qu'on ne faute pas quelque part dans nos cultures? Est-ce qu'on a la culture de la dignité dans nos différentes cultures? Est-ce que nous, dans nos différentes cultures, nous acceptons en tout cas la médiocrité? Est-ce que nous ne sommes plus en capacité de refuser ce qui n'est pas objectivement acceptable? Est-ce que nos cultures acceptent de suivre moutonnièrement n'importe qui et n'importe comment? Est-ce que nous, dans nos cultures, nous n'avons pas la notion de vérité et de dignité, le respect, n'est-ce pas, de ce qui est noble, et aussi la rage de vraiment nous mettre sur le chemin de la construction, en tout cas comme appréciable, de l'homme que nous sommes? Est-ce que nous n'avons pas ça dans nos cultures? Ce sont des observations qu'il va falloir faire et vraiment se rapprocher des spécialistes et puis regarder vraiment de façon franche nos sociétés pour vraiment attaquer ce problème-là de façon responsable. Et cela va être très utile pour donner de la visibilité et aussi permettre la socialisation, en tout cas, du travail du président de la République qui est en train de se dérouler. Sinon, on sera un jour devant des déceptions qu'on ne pourra pas supporter, en tout cas pour ce qui me concerne. Parce que je ne veux pas que ce qui se passe là disparaisse par la faute des gens qui sont irresponsables. Et suivez mon regard, Laurent Gbagbo. Mais c'est la fin honteuse d'un personnage. Même si vous avez échoué, essayez au moins de recoller les morceaux. Il n'y a pas d'humilité. La fuite en avant, c'est vraiment l'irresponsabilité personnifiée. Nous ne pouvons pas, ils n'ont pas le droit, droit de vie et de mort sur nous. Ils ne peuvent pas nous arracher, n'est-ce pas, à la dignité qui revient de droit à tout un chacun. Donc c'est une question essentielle. Et je reviens encore pour remercier notre frère
secoue parce qu'il aborde souvent certaines problématiques qui, à la réflexion, sont tellement d'un intérêt gigantesque pour notre société et même pour tout le continent, que souvent je suis tombé amoureux de lui. Amoureux, en tout cas, de sa vision des choses. Elles sont vraiment réelles. C'est le quotidien, c'est notre quotidien. Parce que si ces problèmes ne sont pas résolus, si nous n'avons pas mis l'accent sur l'éducation, nous n'allons pas pouvoir tranquillement transformer nos pays. Parce que des gens qui ne sont même pas conscients de leurs valeurs, des gens qui peuvent accepter de mourir pour pouvoir défendre la patrie, si nous n'avons pas ces valeurs-là en nous, quelle société pouvons-nous faire? Et c'est pour cette raison des gens comme Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et toute cette clique essaient encore à toujours envoyer des mouvements de contestation contre le président de la République. Parce que ce président mérite respect. Parce qu'en réalité, ce président mérite, n'est-ce pas, accompagnement, plébiscite. Nous devons soutenir ce président de la République qui est venu nous arracher, n'est-ce pas, d'une obscurité indescriptible. Je vais m'arrêter là parce que le sujet il est tellement profond que nous allons continuer, et c'est ce que je propose, à développer cette problématique et vraiment suivre de près et trouver des astuces, en tout cas des palliatifs, pour pouvoir rectifier, corriger toutes les erreurs que nous voyons sur le terrain. L'Ivoirien doit être responsable lui-même d'abord individuellement et être en capacité de proposer à son pays, en tout cas à travers toutes les richesses qui sont en lui, pour pouvoir propulser le développement. Parce que nous avons tout sur le plan matériel. Mais l'homme ivoirien est-il prêt pour porter ce développement, pour encadrer ce développement, pour bonifier ce développement, pour envoyer très loin ce développement et avoir de la résilience pour pouvoir, n'est-ce pas, protéger ce développement? C'est une question essentielle et c'est là que nous allons nous arrêter ce soir, tout en vous disant merci de nous écouter et de vraiment regarder, que chacun regarde en soi, si vraiment il est en phase avec toute cette dynamique qui est développée par le président de la République. Vous avez dit, le président de la République porte en grande partie, en tout cas, cette charge. Mais c'est pas honteux pour nous, ça. C'est là que je vais m'arrêter. Merci. Bonsoir. Merci infiniment, cher patriarche. Merci encore. Et nous disons merci à Dieu pour la santé qui revient de façon progressive. Merci. Et nous souhaitons qu'elle soit beaucoup plus pérenne pour que vous vous sentiez vraiment davantage au mieux de votre foi. Et les réflexions sont tellement denses que vouloir même expliquer ou réexpliquer, ce serait les dénaturer. Mes chers Ivoiriens, est-ce que vous êtes prêts pour une vie où vous prenez la pleine possession même de votre destin? Est-ce que ce choix-là ne commence pas par la qualité des hommes que vous allez choisir et à qui vous allez confier vos destins? Voilà l'homme ivoirien qui est facilement distrait lorsqu'il voit l'argent, lorsqu'il voit des nouvelles personnes, ou même lorsqu'il entend quelque chose de nouvel, une nouvelle chose. Ce ne sont pas des bons signes. Ça veut dire que la maturité intellectuelle et interne n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est tout ça qui participe même de l'éducation même des masses. Et c'est pourquoi c'est important d'informer le peuple. Voyez-vous la différence entre nous et les Occidentaux? C'est cette formation qui est donnée à tout le monde. Et les gens finissent par privilégier l'intérêt collectif. Mais nous, on n'est ni prêt à privilégier l'intérêt collectif, encore moins à pouvoir nous sortir des ornières même, de tout ce qui peut nous conduire vers le mal. Et ça, c'est quelque chose que l'histoire ne pardonnera pas. Je le dis et je le répète, l'histoire ne nous pardonnera pas. Et quand je parle ici de l'histoire, ce sont nos enfants, nos arrière-enfants et nos arrière-petits-enfants qui diront « Mais que faisaient nos pères et nos mères
pour être si faibles, pour ne pas comprendre les enjeux de leur temps et pour nous laisser en héritage autant de problèmes? Est-ce que c'est de cette manière que nous voulons rentrer dans l'histoire? C'est toutes ces problématiques-là que le patriarche pose ici ce soir. L'éducation, ce n'est pas forcément celui qui va sur une table de banc à l'école pour s'asseoir. L'éducation, c'est aussi la capacité d'avoir du bon sens, d'avoir le sens commun, d'être capable d'avoir un esprit qui te permet de juger les choses et de se dire, ça là, c'est mieux que ceci. À partir du moment où l'être humain n'arrive pas à faire cela, on se demande quelle est la capacité véritable qu'il ou elle a. Même un animal, lorsqu'il va à la recherche de sa pitance, il sait par expérience ce qui lui est néfaste, ce qui est un poison. Il sait la différence entre cela et ce qu'il doit consommer. Mais nous, on devient frileux face à toute idée, face à tout ce qui est une chose nouvelle. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que nous ne sommes pas préparés à la vie elle-même. Et ça doit nous amener chacun de nous à réfléchir et à changer aussi notre posture. Vraiment, merci beaucoup, cher patriarche. Merci infiniment pour toutes ces réflexions. Et nous espérons que le peuple lui-même va prendre pleine possession de son destin. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et excellente soirée et bonne santé. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Merci beaucoup.